suis un spécialiste des droits et libertés de la personne, donc des chartes, non pas de la charte dont il est question, mais des chartes des droits et libertés de la personne. Et je me suis effectivement beaucoup intéressé à la portée de la liberté de conscience et de religion depuis avant la commission Bouchard-Taylor. Et donc, mon diagnostic avant que le gouvernement arrive avec sa proposition de charte des valeurs était qu'effectivement, le gouvernement avait toute légitimité à intervenir, même avait intérêt à intervenir de manière législative pour clarifier certaines choses qui, à mon avis, est à la source de la récurrence du débat, on va le dire comme ça, dans les médias, même devant l'Assemblée nationale, que sais-je encore. Ça revenait trop souvent et ça nous ramène à l'arrêt Multani où ça a été vraiment la source de ces dérapages-là, de la, entre guillemets, vraiment d'immenses guillemets, les crises des accommodements raisonnables. Et donc, à mon avis, l'intervention législative aurait dû porter sur deux aspects. D'une part, on aurait dû essayer de s'attaquer vraiment à visage découvert, sans jeu de mots, à la perception parmi les décideurs de la sphère publique qu'il faut accommoder toutes les demandes fondées sur les convictions religieuses. Manifestement, depuis l'arrêt Multani, sans doute à cause des balises très larges, de la définition très large qu'on a donnée à la liberté de conscience et de religion en droit canadien, les décideurs de première ligne, que ce soit dans les commissions scolaires, les écoles, même les employeurs, avec la peur de la judiciarisation, il y avait manifestement un malaise et c'était repris par les médias encore et encore. Et ce malaise-là était à l'effet qu'effectivement, dès qu'il y avait une demande fondée sur une conviction religieuse, on avait l'impression, dans la communauté ou dans certains cercles, qu'il n'y avait pas de balise qui nous permettait de refuser. Donc, il fallait accommoder toutes les demandes de conviction religieuse, ce qui est évidemment faux. Mais quand même, qu'est-ce qu'on fait avec ce malaise-là? Peut-être que, considérant le fait que ça revenait dans l'actualité depuis 2007, là, il fallait une intervention législative sur cette question-là. Et la deuxième raison qui, à mon avis, justifiait une intervention législative, c'était surtout suite là, à la décision de la Cour d'appel du Québec par rapport à la prière du Saguenay, c'était de clarifier la question du patrimoine culturel et religieux, la question des signes patrimoniaux. Donc, qu'est-ce qui fait partie du patrimoine culturel et religieux du Québec? Qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Il me semblait que, en fonction de ces deux problème, on peut les nommer comme ça, pas de crise, mais quand même problème qui est à la source d'un problème récurrent, de débat récurrent, il était tout à fait légitime d'intervenir. Et donc, le document d'orientation sur la Charte des valeurs est tombé, et j'ai longtemps pleuré, j'ai été profondément déçu du contenu du document d'orientation. À mon avis, non seulement la proposition du Parti québécois ne règle pas l'un ou l'autre des problèmes que je viens d'identifier avec vous, mais de surcroît, il me semble qu'il en crée un nouveau et un majeur avec sa proposition d'interdire de manière généralisée le port des symboles religieux pour les fonctionnaires de l'État, pour tous les fonctionnaires de l'État. Alors là, on ouvre un nouveau front à la problématique. Le projet de charte des valeurs, ou charte au nom interminable, créerait 4 choses. Enfin, on aurait des règles claires en matière d'accommodement. Donc, on établirait des règles claires en matière d'accommodement religieux. Le projet de loi mettrait fin, pour plusieurs, au règne du cas par cas, qui serait quelque chose de nuisible, par ailleurs, au règne du cas par cas en matière religieuse. Le projet de loi assurerait, une fois pour toutes, la primauté du principe d'égalité homme-femme sur la liberté de religion, donc sur des convictions religieuses problématiques ou encore discriminatoires. Et finalement, par rapport à l'interdiction générale du port de symboles religieux pour les fonctionnaires, cette interdiction-là ne serait pas discriminatoire puisqu'elle vise également toutes les religions. Dans les faits, juridiquement parlant, le seul apport significatif aux règles qui régissent la gestion de la diversité religieuse actuellement, quand on se tourne vers les chartes, le seul apport significatif qui est apporté par le projet de loi, il concerne l'interdiction des symboles religieux pour les fonctionnaires. Il concerne donc également pour les bénéficiaires l'interdiction du droit de porter un symbole qui couvre le visage dans ses relations avec l'État. C'est le seul apport significatif que va apporter le projet de loi aux règles actuelles, les règles jurisprudentielles, c'est-à-dire elles ne sont pas dans une loi, mais elles existent néanmoins si on lit la jurisprudence quand on parle de liberté de conscience et de religion. Alors vraiment, ça c'est important de garder ça en tête. Pour le reste, le projet de loi se borne à une codification, au sens où on va intégrer dans une loi des règles qui existent déjà, mais qui ont été établies par des décisions jurisprudentielles, des décisions des tribunaux, finalement. Alors, quand on parle de codification, en termes de juriste, je ne veux pas vous endormir, l'objectif, c'est vraiment d'intégrer dans une loi, pour donner une balise plus, peut-être, rassurante, on va le dire comme ça, aux décideurs, en disant, mais voici les balises de la jurisprudence, on les intègre dans la loi, et là, le projet de loi voudrait les intégrer dans la Charte québécoise. Bien. Le ministre Drainville
ad nauseam revient avec le fait qu'enfin, on a des balises qui nous permettent de gérer une demande d'accommodement religieux. Alors, quand on regarde l'article 15 du projet de loi et qu'on l'analyse de manière comparative avec la jurisprudence, avec les balises jurisprudentielles, on se rend compte que l'article 15 n'apporte strictement rien. Aucune nouvelle balise. Toutes les balises qui sont apportées par l'article 15 sont déjà prévues par la jurisprudence. Et donc, on peut parler de codification, on peut parler de reconnaissance, on peut parler d'un document qui vise à rassurer les gens, mais on ne peut certainement pas parler d'un document qui, enfin, établit des balises. Les balises, elles existaient déjà. Là, elles se trouvent intégrées dans un texte de loi, finalement. Donc, un texte de loi à portée fondamentale, d'une part. D'autre part, c'est, à mon avis, très difficile de présenter ce document-là comme étant un document qui permet la fin du cas par cas, quand, en plus, on intègre une distinction supplémentaire pour les fonctionnaires avec la distinction entre les petits signes religieux et les traits visibles, finalement. Alors là, ça nous ramène à toutes sortes de blagues un peu de mauvais goût avec une police qui se promènerait avec la règle pour savoir, bon, est-ce que ça c'est trop gros, trop grand, trop petit, etc. Donc, on intègre même une disposition supplémentaire qui nous plonge directement dans le cas par cas. Sur la primauté du principe d'égalité homme-femme sur les convictions religieuses, à mon avis, là, quand on regardait la source du malaise qui revenait là, au devant de l'actualité, c'était une surminorité de convictions religieuses qui posait problème, et elle posait problème, et elle appelait, à mon avis, à un resserrement de certaines règles jurisprudentielles parce que, justement, les balises faisaient en sorte que ces convictions-là, certaines d'entre elles, donc on ne parle pas de surmultiplication de demandes d'accommodement déraisonnable, là, mais il y en avait quand même certaines qui étaient problématiques parce qu'elles passaient entre les cracks des balises de la jurisprudence, et j'appelle ça des convictions religieuses préjudiciables au sens où, objectivement, ce seraient des convictions religieuses qui impliquent un rapport différencié entre les hommes et les femmes. L'exemple sur lequel je reviens toujours, c'est le fameux avis de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur une pratique d'accommodement qui avait cours à la Société d'assurance automobile du Québec. Cet accommodement-là permettait à une personne, au nom de ses convictions religieuses, de ne pas faire affaire avec un examinateur de sexe opposé, au nom de ses convictions religieuses. Et donc, là, on a appliqué les balises jurisprudentielles actuelles et on a dit, puisque le processus qui est suivi par la Société d'assurance automobile du Québec n'implique pas de preuve d'atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes de qui que ce soit, on va permettre cet accommodement-là. Alors, un des apports intéressants du projet, dans le document d'orientation, du projet de loi de la Charte des valeurs, c'était justement de dire, écoutez, on va établir une hiérarchie et on va dire clairement, haut et fort, que le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, ça prime sur les convictions religieuses. Alors, surprise, parce que c'était quand même un point positif que je voulais amener au projet de Charte des valeurs, je prends connaissance du projet de loi cette semaine et je me rends compte que c'est plus là. Alors, dans les balises, maintenant, c'est une codification pure et simple. Il n'y a même plus cette nouveauté-là. Il n'y a même plus l'établissement qui était présent dans le document d'orientation qui disait que le principe d'égalité homme-femme prime sur les convictions religieuses. Maintenant, on revient à la balise qui est déjà acceptée en jurisprudence. Il faut démontrer, donc, l'existence d'une preuve d'atteinte à l'égalité aux hommes et les femmes de quelqu'un pour refuser une demande d'accommodement. Alors, je ne sais pas pourquoi, puis c'est passé complètement off, personne n'en a parlé, et on continue de dire qu'enfin, c'est un document qui affirme la primauté du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Sur l'interdiction généralisée du port des symboles religieux pour les fonctionnaires de l'État, et évidemment, on affirme encore et encore que c'est pour assurer l'apparence de neutralité religieuse de l'État. On dit souvent que la neutralité religieuse de l'État n'a pas d'existence en droit canadien, c'est faux. En droit constitutionnel canadien, ça a été reconnu très clairement depuis le premier arrêt qui a été rendu en vertu de la Charte canadienne comme étant une obligation pour l'État qui découle de la constitutionnalisation de la liberté de conscience et de religion. Grosso modo, l'État, comme on a constitutionnalisé la liberté de conscience et de religion, doit faire preuve, pour respecter la liberté de conscience et de religion, de neutralité religieuse. Et donc, le principe constitutionnel de neutralité religieuse de l'État, il existe, mais il est actuellement limité en droit canadien aux institutions, donc par exemple l'adoption de règlements, ou aux fonctionnaires qui posent des actes de puissance publique. Donc pas aux fonctionnaires qui répondent à l'accueil, mais par exemple qui adoptent un acte contraignant pour tous les bénéficiaires de services publics. Maintenant, sur le fait que ce ne serait pas une mesure discriminatoire, puisque ça vise également toutes les religions, écoutez, ça c'est un choc direct avec la conception, on va dire, réaliste de l'égalité ou la conception d'égalité réelle, selon laquelle la discrimination en fonction d'effets préjudiciables, c'est interdit en vertu des chartes des droits et libertés de la personne, et ça, c'est une conception qui est largement répandue et acceptée, notamment en droit international des droits de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on entend par discrimination par effet préjudiciable? Écoutez, à la base, là, quand on regarde le groupe des fonctionnaires qui va être visé par cette mesure-là, on a deux groupes. On a le groupe majoritaire
majoritaire, chrétien, agnostique, athée, qui n'a aucun effort à faire pour se conformer à cette interdiction-là. Aucun effort, puisque, en vertu de ses convictions religieuses ou de ses non-convictions, il n'emporte pas de symbole religieux. C'est une interdiction qui ne vise que les membres des minorités religieuses, exclusivement. Et pour cette raison-là, on ne peut pas dire que ce n'est pas discriminatoire. C'est clairement discriminatoire, c'est clairement une atteinte au droit à l'égalité des membres de ces minorités religieuses-là qui, en vertu de leurs convictions individuelles, doivent porter des symboles religieux pour se conformer à leur foi. Et maintenant, la question, nécessairement, ça va se passer à l'étape de la justification. Est-ce que l'État québécois a des motifs raisonnables de porter atteinte de manière aussi directe, on va le dire comme ça, au droit à l'égalité des fonctionnaires? Et à mon avis, ça va être très difficile quand on regarde le courant jurisprudentiel actuel de convaincre, notamment parce que ça s'en va directement à la Cour suprême du Canada, ce projet de loi-là, si jamais ça devait être adopté. Et ça va être très difficile, à mon avis, de convaincre un banc de juges, que ce soit la Cour d'appel qui doit appliquer donc le courant jurisprudentiel de la Cour suprême, que c'est compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés. Pour conclure, au-delà de l'avis, à mon avis, quasi unanime des juristes spécialisés en droit de la personne, qui inclut, donc c'est pas juste des professeurs d'université, là, ça inclut la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, voulant donc que le projet de loi soit incompatible avec la Charte canadienne, il me semble surtout, sur le plan politique, que ce projet de loi-là, et la manière surtout dont il est présenté, nous fait déroger brutalement du régime d'ouverture et de tolérance québécois, qu'il était peut-être pertinent de resserrer, mais certainement pas de remettre en cause. Je me demande toujours pourquoi est-ce que ce débat sur la séparation du politique et du religieux passionne autant. Eh bien, probablement parce que lorsqu'on n'est pas dans la vision rose bonbon, Blanche-Neige des juristes, eh bien, il y a ce qu'on appelle le politique et les intégrismes religieux qui, depuis, disons, les années 90, eh bien, se portent, ma foi, très très bien et menacent nos libertés, menacent les libertés individuelles, mais aussi les libertés collectives, et en particulier donc ce qui nous est très cher, à savoir la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité entre les femmes et les hommes. Fallait-il une charte dont le titre fait 10 km, on s'entend? Eh bien moi je dis oui, il en fallait une. Ne serait-ce que pour cette raison essentielle qui n'a malheureusement pas été évoquée, c'est que dans le droit québécois, il n'y a aucun levier juridique qui déclare formellement la laïcité de l'État. Et pour en avoir le cœur net, on n'a qu'à se référer au dernier jugement sur la prière du Saguenay et pour traduire en fait quelque part le désarroi des juges qui disent bon bah ma foi, vous ne pouvez pas nous demander d'appliquer un référent juridique qui n'existe pas. Donc référent juridique manquant, et donc il était nécessaire d'amender la Charte des droits et libertés pour y inscrire donc ce principe fondamental de la modernité, de la démocratie, à savoir la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. D'ailleurs, Charte des droits et libertés que nous avons amendée en 2008 pour y inscrire le concept de femme qui n'était pas là jusqu'en 2008, et pour y inscrire l'égalité en droit entre les femmes et les hommes, l'égalité en droit et en devoir, mais aussi en dignité. Le Québec, parmi toutes les provinces canadiennes, ça a été le seul à contester le Kirpan. En Cour suprême, en fait, la décision de la Cour suprême de nous imposer le Kirpan donc, a renversé une juridiction provinciale. Nous avons aussi été les seuls à avoir pris position, ne serait-ce que symboliquement, lorsqu'il a été question des tribunaux islamiques en Ontario, et cela à l'unanimité. Donc, c'est dire que le Québec, oui, a une façon de voir les choses, a une façon de définir la liberté de religion qui ne trouve eh bien, aucune traduction dans l'ensemble du Canada. La laïcité, c'est ce concept, non seulement philosophique, politique, mais juridique, mais c'est aussi une vision de voir le monde, une vision aussi de voir l'individu, à savoir l'individu doté d'une raison, maître de son destin, de sa destinée, capable de donner à sa vie un sens au-delà des dogmes religieux. Donc c'est une vision qui a été enracinée dans la philosophie des Lumières, dont nous nous imprégnons jusqu'à récemment. Alors,
trois éléments donc fondamentaux pour asseoir donc ce concept-là de la laïcité, donc à savoir la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, l'égalité entre les croyants et les non-croyants, et surtout l'universalité du droit. Alors l'universalité de droit, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire ne pas reconnaître les particularismes ethniques, religieux et culturels. La laïcité se décline de différentes façons d'un pays à l'autre parce qu'elle tient compte du cheminement historique, de facteurs culturels, de cheminement aussi politique des populations. Et donc c'est pour ça que en France, par exemple, eh bien, l'universalité de la loi a donné cette loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires. En France, on dit ostensibles à l'école, par exemple. En Belgique, plus de 93% des enseignants ne portent pas de signes religieux ostensibles. Au Danemark, les juges ne portent pas de signes religieux ostensibles. En Allemagne, l'interdiction de porter des signes ostensibles, eh bien, elle est aussi appliquée aux enseignantes. On voit et on comprend à travers ces quelques exemples que la laïcité se décline de différentes façons. Eh bien, ma foi, on a vu apparaître depuis un certain nombre d'années une nouvelle forme de laïcité. Et je dirais une laïcité plutôt molle, c'est-à-dire celle à laquelle on préfère donc ajouter des adjectifs. Donc laïcité ouverte, laïcité lucide, laïcité intelligente. Qu'est-ce que cela traduit précisément d'ajouter à la laïcité donc un adjectif? Eh bien, c'est tout simplement pour vider la laïcité de son sens en faisant passer la non-laïcité, c'est-à-dire la reconnaissance des particularismes ethniques et religieux pour la laïcité. À chaque fois qu'on reconnaît un particularisme, quel qu'il soit, eh bien, on n'est pas du tout dans la laïcité. Bien au contraire, on est à milieu de la laïcité. La reconnaissance, en fait, de la liberté de religion a quasiment donné une dérive, à savoir le droit de religion. Et donc, la liberté de religion est devenue quelque part un droit de religion parce que les juges en ont décidé ainsi et parce qu'il y a une hiérarchie entre tous les droits. Et en général, c'est le droit de religion, c'est-à-dire la liberté de religion qui passe avant l'égalité, par exemple, entre les femmes et les hommes. Et ceci est tellement vrai que l'ancienne juge de la Cour suprême, Danielle Leroux-Dubé, a attiré donc notre attention sur notre incapacité collective à mettre des limites, y compris à l'intégrisme religieux, puisque en acceptant la liberté de religion, eh bien, on se retrouve aussi à tolérer l'intégrisme religieux. Ce petit garçon donc de 12 ans qui arrive un beau jour à l'école accompagné de ses parents et qui souhaite donc porter le kirpan, les enseignants donc qui sont inquiets, les parents d'élèves qui sont inquiets, qui ne voient pas ce kirpan donc d'un bon œil à l'école, eh bien il y a une baguette magique qui s'appelle le multiculturalisme et un poignard cesse d'être un poignard et devient subitement eh bien un symbole religieux. L'exemple de la souka, donc cette petite cabane qui est donc construite par des juifs orthodoxes et aussi donc qui nous a emmenés dans une saga judiciaire donc qui a été l'ordonnance en fait d'un tribunal québécois qui a été camouflé par le tribunal, par la Cour suprême. Donc souka que nous acceptons à Montréal sous prétexte de la liberté de religion, mais cette même souka qui se trouve tout de même interdite à Jérusalem pour des raisons de sécurité. Donc cette incapacité de tracer une ligne assez ferme entre ce qui est de la liberté de religion et ce qui est de l'intégrisme religieux nous indique eh bien, qu'il y a dans notre société une faille considérable qu'il faut combler.
Et cette faille, je l'ai vue précisément grandir à travers 3 expériences complètement différentes, à savoir une expérience algérienne où j'ai vu de quelle façon le fondamentalisme musulman a pu se répandre et s'installer confortablement au sein des institutions de l'État. Ensuite, j'ai vu, y compris dans un régime républicain et dans une démocratie occidentale, à savoir la France, de quelle façon également le fondamentalisme pouvait aussi avoir des jours heureux. Et ma 3e expérience, au Québec et plus largement au Canada, à travers des manifestations certes importantes des intégrismes religieux. Donc, je pense que la question en fait fondamentale qui se pose à nous, autant que société pluraliste, c'est la suivante: comment construire une société, une nation moderne au-delà de nos différences? Et bien moi je pense que l'un des garants de la paix sociale, l'un des garants de l'égalité, c'est certainement la référence à la laïcité. Donc la laïcité garante de notre ciment, du ciment national, mais aussi la laïcité garante de l'égalité entre les femmes et les hommes, et la laïcité garante aussi de l'émancipation citoyenne. Je dis que c'est un débat qui est important pour l'avenir du Québec. Qui pose des questions fondamentales. Donc, même si, vous allez le voir, je suis très critique de ce projet de loi qui a été déposé par le gouvernement, je ne suis pas de ceux qui le réduisent, d'une part, par exemple, à la xénophobie ou à l'islamophobie. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en existe au Québec, il y en existe aussi ailleurs, mais on ne peut pas réduire ce débat important à ces attitudes malsaines. Je suis de ceux qui pensent que le Parti québécois fait de la question de la charte, de la laïcité, de l'aménagement, de la place de religion dans l'espace public, ce qu'on appelle un wedge issue, une politique de la division, où le but donc est de polariser l'opinion publique, de faire en sorte que les positions se radicalisent, plutôt que de créer un consensus. Donc je pense que le gouvernement joue ce genre de jeu, parce que c'était tout à fait possible pour lui de chercher à bâtir un consensus qui allait faire progresser le Québec. Je connais personne qui s'oppose à l'idée donc d'affirmer officiellement soit la laïcité ou la neutralité religieuse de l'État, qui est déjà en acte, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, qui est déjà en acte, mais qui pourrait donc tout à fait être officialisé. Consensus aussi sur cette norme donc du visage découvert lorsqu'il y a une prestation d'un service public. Donc l'ancien projet de loi 94 du Parti libéral qui est repris dans le projet de loi 60. Ça encore là, on est capable de construire un consensus là-dessus. Donc si on veut faire avancer le Québec, qu'on fasse un projet de loi sur ça, qu'on scinde le projet actuel, qu'on fasse un projet là-dessus, qu'on le fasse adopter, puis qu'on garde la disposition qui est nettement plus controversée pour un projet de loi distinct ou pour un enjeu donc dans une campagne électorale, mais qu'on sépare les deux, qu'on profite de l'occasion pour faire avancer le Québec, puis qu'on se donne un autre moment pour discuter de l'enjeu qui est vraiment au cœur de la controverse. Il y a aussi donc des désaccords légitimes et importants sur le plan des principes. Il y a des questions qui relèvent donc vraiment de la philosophie politique. Il est tout à fait normal que les États démocratiques contemporains, avec les niveaux de défis qui sont les leurs, donc se questionnent sur quel est le modèle le plus approprié donc pour vivre ensemble dans un contexte de diversité sur le plan des conceptions du monde, sur le plan des conceptions de ce qu'est une vie bonne, sur la place de la religion dans l'espace public, sur les rapports entre la volonté de la majorité démocratique et le respect de la diversité et des droits des minorités. Tout ça relève de questions, donc sont des questions authentiquement difficiles qui mettent en place donc des philosophies politiques différentes. C'est normal donc qu'on en débatte. Donc il ne faut pas chercher à congédier le débat au complet. Il y a vraiment des questions de principe. Puis si Mme Benhabib considère que le droit donc est rose bonbon, j'ose pas imaginer ce que serait la philosophie politique dans ce cas-là. Mais ces débats donc s'enracinent dans des désaccords sur le plan des principes, des désaccords qui sont légitimes, puis c'est important d'en débattre. J'en ai contre la façon dont le débat a été mené, mais ça reste un débat fondamental. Je déplore le fait que le gouvernement précédent donc ait manqué d'audace sur le plan de la laïcité puis de l'aménagement de la diversité religieuse. Le projet de loi 94 donc était une proposition insuffisante qui manquait d'ambition, qui n'était pas assez globale. Une des propositions du rapport Bouchard-Taylor était
l'élaboration, l'adoption d'un livre blanc sur la laïcité, où on aurait précisé quelle est l'expérience québécoise en matière de laïcité, quels sont les principes, quelles sont ses applications, les balises, ainsi de suite. Il ne l'a pas fait, donc il faut reconnaître qu'il y a des effets donc néfastes qui sont issus de cette absence de volonté. La laïcité québécoise existe déjà. L'État québécois s'est laïcisé graduellement. Ça s'enracine même dans la longue durée, en 19e siècle, 20e siècle, avec une accélération importante au 20e siècle, si bien que au tournant des années 2000, donc l'État québécois s'était séparé des influences indues de la religion. Il restait encore des pas à faire dans le monde de l'éducation et on les a fait. Les derniers accros à la laïcité aujourd'hui, malheureusement, le Parti québécois donc manque aussi d'audace de ce côté-là, c'est le crucifix à l'Assemblée nationale et les prières avant les assemblées des conseils municipaux. Si on comprend bien ce qu'est la laïcité, qui est fondée sur deux grands principes moraux. D'abord, l'égalité, le respect égal qu'on doit à tous les citoyens, peu importe leur conviction de conscience, peu importe leur vision du monde, et la protection de leur liberté de conscience et de religion, ce qui exige la séparation des pouvoirs et la neutralité religieuse de l'État. Donc l'État québécois, l'État fédéré du Québec est laïque. Il y a quelques exceptions, dont les deux que je viens d'enseigner, qui ne sont pas donc abordées dans le projet. L'élément de nouveauté, c'est cette interdiction générale du port de signes religieux visibles chez tous ceux qui sont rémunérés par l'État dans les organismes publics et parapublics. C'est là où est l'élément de nouveauté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus au Québec. Ce consensus-là n'était pas là clairement avant la commission Bouchard-Taylor, mais il l'est aujourd'hui, à savoir que le principe politique de laïcité, c'est un principe donc qui est politique, qui s'applique à l'État, qui s'applique à l'État et à ses institutions. C'est pas un principe qui s'applique aux individus, c'est pas une vision du monde. Dans la liberté de conscience et de religion, c'en est un. L'idée que les êtres humains doivent être souverains par rapport à leur choix de conscience en sont un. Mais ça, c'est un des principes au fondement de la laïcité, qui est un principe institutionnel qui nous dit que l'État et les religions donc doivent être séparés. Il reste une zone d'ombre, puis il faut l'admettre, une question plus difficile, plus compliquée, c'est par rapport aux agents de l'État, ceux donc qui représentent l'État ou qui lui permettent donc d'accomplir ses fonctions, donc ceux, disons les agents de l'État entendus au sens large. Deux conceptions de la neutralité de l'État donc s'affrontent présentement sur donc le sens de la neutralité religieuse de l'État. La première nous dit que ce qui compte entre autres, ce sont les apparences, que pour qu'un État soit neutre, ses représentants, ses employés doivent donc faire en sorte de ne pas montrer, afficher leur appartenance religieuse. La deuxième nous dit que ce n'est pas les apparences qui sont importantes, ce sont les actes. Ce sont les décisions, ce sont les comportements des agents de l'État. Donc, un agent de l'État ne doit pas faire du prosélytisme, c'est-à-dire faire la promotion de sa religion, essayer de convaincre, ainsi de suite. Ses croyances religieuses ne doivent pas interférer avec son jugement professionnel, il ne doit pas se laisser guider par ses croyances religieuses. Puis ça, donc, c'est dans les actes, c'est dans ses décisions, c'est dans son comportement qu'on est capable de constater s'il le fait ou non. Avec cette position vient l'idée que le port d'un signe religieux n'est pas en soi une forme de prosélytisme. Lorsqu'on porte un signe religieux, on affiche effectivement une appartenance religieuse, mais de façon passive, sans faire la promotion de sa religion, sans essayer de convaincre, sans haranguer, et ainsi de suite. L'avantage de cette deuxième position, celle que je favorise, c'est qu'elle permet de réconcilier ou d'atteindre de réaliser deux principes importants, à savoir d'un côté de respecter la liberté de conscience et de religion des citoyens qui considèrent être tenus donc de porter un signe religieux, et d'autre part la neutralité religieuse de l'État qui s'incarne dans les actions qui doivent être neutres. Autre façon de voir cette question-là plus litigieuse, il est tout à fait possible de mêler ou de confondre la religion et les services publics sans porter de signes religieux visibles. On peut être un fondamentaliste religieux, par exemple un born-again Christian, sans afficher son appartenance religieuse, sans porter un signe religieux visible. Donc un médecin peut refuser de pratiquer des avortements, un pharmacien peut refuser donc de donner des pilules contraceptives pour des raisons religieuses, sans porter de signes religieux visibles. Un cas que mon collègue connaît bien, c'est celui des commissaires au mariage en Saskatchewan qui, après la modification de la loi fédérale sur le mariage qui permettait le mariage entre conjoints de même sexe, ont refusé de pratiquer, d'unir donc des conjoints de même sexe pour des raisons religieuses. Je ne vois pas pourquoi il faut accorder une présomption
d'impartialité puis de neutralité à ceux qui portent pas de signe religieux visible, alors qu'on n'accorde pas la même présomption d'impartialité à ceux qui portent un signe religieux visible. Ça me semble être 2 poids, 2 mesures. La position gouvernementale, cette interdiction générale est une position qui est très radicale. Hein? Elle s'applique autant à l'employé de bureau qui ne transige pas avec des citoyens, que ça va jusqu'à des organismes parapublics comme les CPE, les CLSC, les hôpitaux, les écoles et ainsi de suite. Donc ça touche tout le monde. Hein? Donc c'est une position qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce que Bouchard-Taylor recommandait. Hein? Vous vous rappelez que dans le rapport de la commission, donc, il y avait la recommandation voulant que cette interdiction soit limitée à une toute petite gamme de postes, hein, à savoir donc les fonctions où s'incarne le plus, au plus haut point, l'autorité de l'État et le pouvoir coercitif de l'État. Donc, juge, procureur de la Couronne, président de l'Assemblée nationale, force policière. Essentiellement, l'interdiction devait se limiter à eux. Il n'y a personne parmi les tenants donc d'une laïcité donc qui est parfois qualifiée d'ouverte. Une laïcité ouverte, c'est une laïcité, au fond, qui est bien ancrée dans la tradition québécoise. Hein. C'est pas une invention récente. C'est au contraire, c'est sous cette forme-là que s'est imposée la laïcité dans la trajectoire historique du Québec. Une laïcité qui a été qualifiée d'ouverte demeure une laïcité, mais le qualificatif donc d'ouverte ou d'inclusive voulait tout simplement dire que ça n'allait pas être une laïcité qui allait combattre la religion. Hein. Ça allait être une laïcité de neutralité où on ne prend pas position pour ou contre la religion, puis on est capable de faire une place acceptable, raisonnable, donc à la religion, tout en respectant le principe de la séparation des pouvoirs. Les tenants d'une telle position donc sont d'accord pour dire qu'évidemment donc l'égalité entre les hommes et les femmes peut venir limiter la liberté de religion. Hein, lorsque une demande d'accommodement ou une pratique religieuse vient violer l'égalité entre les hommes et les femmes, ça fait partie des balises qui sont déjà donc à l'œuvre, qui permettent de refuser donc une demande d'accommodement. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Personne n'est en faveur donc de l'assujettissement, par exemple, des femmes qui appartiennent à des minorités religieuses dans leur milieu. Hein. Personne n'est pour soutient l'idée que des femmes devraient se plier à des normes religieuses contre leur gré, sous l'influence donc d'hommes dans leur milieu. Mais la chose qu'il faut toujours garder en tête, on débat du projet de loi, le projet de loi fait rien pour aider ces femmes-là dans leur milieu. Alors qu'on sait par ailleurs qu'elle va venir limiter la liberté de religion de femmes qui parlent français et qui ont les compétences pour occuper des postes dans la fonction publique et parapublique. Je voudrais d'abord, comme introduction, vous faire un petit rapport d'une lettre que j'ai reçue il y a à peu près un mois de 2 enseignantes d'origine syrienne. Elles parlent de leur situation dans des écoles multiculturelles à Montréal. Souvent, on traite de la charte, mais c'est complètement déconnecté de la réalité. Moi, je voudrais vous rapporter, et j'ai trouvé fort intéressant. Première chose, elles me parlent, ces 2 femmes-là, d'années de souffrance quand elles reçoivent des parents à la visite à l'école, eh bien, des pères qui ne leur parlent pas, interdisent qu'elles s'adressent à leurs femmes, ne veulent pas leur serrer la main. Une attitude de rejet. Elle mentionne aussi de la possibilité de chantage chez les jeunes élèves. Elle prend le cas, justement, d'une élève qui portait le voile et qui subissait le chantage de son cousin, qui lui disait que si elle ne lui donnait pas un certain nombre de choses, il la dénoncerait à son père, comme quoi elle enlevait le voile rendu à l'école. Ce qui était faux. Hein? Elle était obligée de lui donner son repas, son argent, et ça a terminé par des faveurs sexuelles. Quant à l'école primaire, des suppléantes qui sont voilées, eh bien, elles ont entendu ce type de réponse aux élèves qui demandaient aux jeunes enfants « Pourquoi vous portez ça sur votre tête? » Alors, elles répondaient « Ah, par respect pour mon mari, pour ne pas lui faire de peine, pour aller au paradis et non en enfer, ne pas faire de la peine au bon Dieu, parce que je suis pure. » Et le petit est allé raconter à sa mère qu'elle était impure parce qu'elle n'avait pas de foulard sur sa tête. Une autre élève lui a confié qu'elle fut agressée sexuellement par son père et son frère qui lui a mis un couteau au cou. Placée dans un centre jeunesse, la jeune fille a enlevé, la première chose qu'elle a fait, elle a enlevé son voile et elle a dit « Enfin, dans mon centre jeunesse, je suis libre, c'est la liberté. » Donc, ce que je veux vous amener à saisir ici,
à partir de cette lettre-là, c'est que la question, beaucoup de professeurs sont des intervenants de première ligne dans les écoles. C'est elles, souvent, qui repèrent les enfants en difficulté. Eh bien, est-ce que vous pensez que les enfants vont aller se confier à des professeurs qui vont être voilés pour dire « je subis des pressions dans ma communauté, dans ma famille ». Non, en plus, le père pourra dire « fais comme ton professeur, écoute ce que je te dis, elle-même est voilée, tu vois bien que c'est normal d'être voilée ». Et c'est comme ça depuis la garderie aussi. Alors donc, qu'est-ce qui arrive dans une école quand il y a 12, 13 professeurs voilés? Quel message on envoie aux enfants? Ce n'est pas un message qui est neutre du tout. Quand est-ce qu'on va prendre, on va défendre la liberté de conscience des enfants? Le juge, on enlève le voile aux gardiennes de prison, on enlèverait, selon Bouchard-Taylor, la kippa et autres signes religieux sur la tête du juge ou du policier. Mais pour la professeure, tout à coup, le signe deviendrait neutre. Bien, moi, je pense que c'est une grave incohérence et qu'il y a des victimes là-dedans. Et les victimes sont les enfants, entre autres. On a enlevé les crucifix dans les écoles parce qu'on dit qu'il faut que les institutions soient neutres. Mais les individus peuvent, à l'intérieur de l'institution, ils peuvent porter des signes religieux. Et ça semble que c'est tout à fait conforme. Moi, je dis que c'est une pure incohérence. L'élève, il regardait presque pas le crucifix, il le voyait plus. Mais son professeur voilé, il la voit tous les jours, il la regarde et elle a une autorité morale. Je dis qu'il y a grave incohérence. Pour moi, les vraies victimes ne sont pas les femmes voilées. Les vraies victimes sont les personnes qui ne choisissent pas, à qui doivent subir, qui sont sans voix, silencieuses et qui sont ignorées par les médias. Quand est-ce qu'on s'intéresse à leur situation? Est-ce qu'on va s'intéresser autrement que quand on les retrouve noyés dans un canal à Toronto, dans la région d'Ottawa ou de Toronto? Moi, je dis qu'il faut s'en occuper avant qu'elles décèdent. Je dis que les intellectuels ont une image, ils sont passés de l'image du bon sauvage à l'archétype du bon immigrant. Et là, je ne veux pas dire que les immigrants sont mauvais, pas du tout. Je pense que la gentillesse, la solidarité est partagée également dans toutes les communautés. Le racisme aussi est partagé dans toutes les communautés. Je pense que le débat, il est mal situé et mal posé. Ce n'est pas un débat entre une minorité et une majorité qui opprime. Ce n'est pas un débat entre eux, les immigrants, et nous, les Québécois de souche. C'est mal posé le problème. Le problème, il faut le poser effectivement eux. Eux, qui sont ces eux? Eux, ce sont les traditionalistes qui veulent nous maintenir ou nous retourner dans un passé religieux, que ce soit le maire Tremblay ou que ce soit des salafistes qui voudraient qu'on vive comme dans le temps de Mahomet, il y a 1300 ans. Et nous, ce sont les Québécois, qui soient de souche ou qui viennent de l'extérieur, qui disent on va emboîter le pas de notre histoire du Québec moderne qui s'en va vers de plus en plus de diversité. Et il faut gérer cette diversité. J'en ai marre du discours, double discours sur l'identité. Quand une femme porte le voile et dit que c'est identitaire, il faut respecter ça. Quand c'est des Québécois qui se préoccupent de leur identité, non, ça c'est une droite malsaine, c'est du Marine Le Pen. Moi, je fais partie de la gauche, mais ça me désespère de voir plusieurs personnes de la gauche multiculturelle qui sont adeptes du relativisme culturel. On s'en va une gauche qui est culpabilisante et culpabilisée et qui laisse tout passer pour se donner bonne conscience, soulager leur conscience. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il manque d'analyse. Je suis fatiguée des menaces et des peurs qu'on nous dit de certains intellectuels de haut niveau que j'ai cités moi-même dans mon manuel d'introduction à la sociologie pour leur donner des exemples. Quelle déception que d'entendre des intellectuels dire des propos que je trouve indignes d'intellectuels qui ont comparé le Québec à la Russie de Poutine, qui ont dit qu'on serait mis au banc des nations si on ne respecte pas les droits et libertés. Écoutez bien, banc des nations, les investisseurs ne viendraient plus ici. Je pensais que c'était fini la peur avec Duplessis. Non, et que des grands intellectuels jouent sur la peur. Non, merci, j'en ai marre.
Également, quant aux femmes, oui, les femmes, ça, ce sont des vraies victimes, les femmes. Le droit des femmes qui est bafoué. On ne parle que de choix individuels. On ne parle jamais de la CEDEF. Qu'est-ce que la CEDEF? On parle qu'on va renier des accords internationaux. Bien, il y en a un accord international début des années 80 qui a été signé par le Canada, entériné par le Québec et qui dit, la CEDEF, une convention internationale qui nous enjoint d'éliminer toute pratique coutumière, discriminatoire. La dignité des femmes. Pauvres femmes en chador pognées à tenir les vêtements comme ça. Ça, c'était digne du temps de l'homme de Néandertal. Ben, depuis, en hiver, l'homme de Cro-Magnon a inventé les vêtements coupés. C'est extrêmement pratique. Le recul pour les femmes, bien, les Jeannettes ont dit non. Et des milliers de femmes ont dit non. Il y a des gens sur notre site qui ont signé. Plus de 54 000 personnes ont dit non. Suffit. Le hijab est un signe sexiste. Les femmes disent « Ah non, je suis libre. » Ah, il faut distinguer le mot libre, le libre choix du consentement. La question importante qu'il faut se poser ici, c'est dans quelle mesure des choix personnels peuvent-ils remettre en question des choix de société? Les vraies victimes, les dommages collatéraux, c'est l'image qu'on transmet aux enfants, l'image des femmes, que les femmes, elles, c'est comme dans l'époque où il y avait le viol, les femmes se sont battues longtemps pour dire c'est pas la victime qui est responsable et coupable. Elle n'était jamais habillée de la bonne façon, elle n'était pas au bon endroit, pas à bonne heure, elle était peut-être plus vierge, elle était trop maquillée, etc., etc. Le voile, c'est exactement le même message. C'est les femmes qui doivent se restreindre de provoquer les hommes avec leurs cheveux, parce que les hommes ont juste à se voiler les yeux, mais il semble que ce soit les femmes qu'il faut qu'ils se voilent les cheveux, c'est elles qui provoquent. Eh bien, les Jeannettes et puis moi, je dis non au recul qu'on a gagné de façon soutenue au Québec. Les femmes, on ne veut plus être considérées des victimes parce qu'on porte des cheveux. C'est les premières victimes aussi, c'est les communautés maghrébines, parce qu'ils souffrent à ce moment-là. Le voile ne peut pas aider à trouver de l'emploi, tout au contraire. Les communautés maghrébines sont victimes d'un profilage ethnico-religieux et ils font partie de la coalition et du Rassemblement pour la laïcité parce qu'ils disent, nous autres, on est victimes de ce chantage et de toutes ces demandes d'accommodement. Ça nuit à notre emploi. Donc, si on veut aider les femmes à se trouver de l'emploi, les hommes à se trouver de l'emploi, c'est d'aider en mettant des balises claires, oui, et en enlevant tous ces signes religieux qui changent notre histoire au Québec. Plusieurs Québécois ont l'impression, je crois, puis ça s'est ressorti entre autres dans le rapport Bouchard-Taylor comme une des conclusions, qu'à cause de la Charte canadienne qui a été imposée sans le consentement du Québec, ils n'ont pas, et de la Cour suprême du Canada et de sa jurisprudence qui est un peu, on va dire, centralisatrice, ils n'ont pas la latitude, le Québec n'a pas la latitude de définir le cadre de la nation québécoise et donc, par exemple, le régime national de gestion de la diversité religieuse. Écoutez, pour vous rassurer, ils peuvent tout à fait adopter la Charte des valeurs dans l'état actuel. Le régime constitutionnel canadien le permet avec la clause dérogatoire. Si le gouvernement québécois, même si la Cour suprême leur casse leur projet, la constitutionnalité du projet, ils se tournent vers la clause dérogatoire et boum, ça passe, puis la Cour suprême ne peut plus rien faire. Écoutez, concernant l'intervention de Mme Benhabib, très intéressante intervention, mais il y a une phrase qui m'a... Ça rejoint un peu ce que Jocelyn disait par rapport au fait qu'il y a deux visions de la neutralité religieuse de l'État qui s'opposent. L'universalité de droit, pour vous, ce serait de ne pas reconnaître les particularismes culturels et religieux. Il me semble que ça, c'est profondément contraire à la réalité québécoise, ou au contraire, c'est fondé sur la reconnaissance des particularismes culturels, religieux, individuels, jusqu'à une certaine limite. Donc la question, c'est d'abord jusqu'où est-ce que ces particularismes-là peuvent aller et à partir de quand on doit les interdire. Et ça nous amène à focusser sur certains signes religieux qui sont davantage problématiques plutôt que d'y aller avec une solution mur à mur où on jette de bébé avec l'eau du bain finalement en matière de signes religieux. Je pense que être un représentant de l'État, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est un privilège auquel, eh bien, on doit satisfaire à quelques exigences et mettre de côté ses libertés, sa liberté, eh bien, peut être dans certains cas contraignant. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre à représenter l'État. Parce que l'État est cette entité abstraite et concrète qui doit
incarner la collectivité. Je ne reconnais pas les particularismes ethniques, religieux et culturels, surtout lorsqu'ils enchaînent, surtout lorsqu'ils aliènent l'individu. Pour moi, l'individu est au centre, doit être au centre de la cité, et non pas les dogmes religieux, et non pas les dieux. Et ceci m'amène à conclure sur la chose suivante, c'est que à chaque fois qu'il y a une reconnaissance de particularisme religieux et ethnique, eh bien, il y a 2 justices, voire 3 justices. N'oubliez jamais qu'au Canada, on a failli se ramasser avec les tribunaux islamiques, précisément en raison de la reconnaissance de particularismes ethniques et religieux. L'autre grande vision, même celle qu'on associe plus spontanément à l'héritage des Lumières, c'est évidemment le libéralisme. Hein? Donc cette idée, le libéralisme d'un point de vue philosophique qui cherche justement à reconnaître la dignité universelle des êtres humains dotés de raison, une dignité de laquelle on peut dériver un ensemble de droits et libertés fondamentaux inaliénables, dont la liberté de conscience et de religion. Je termine en disant que cette idée, donc, que dans certaines situations, des accommodements peuvent être justifiés, c'est pas une reconnaissance d'un particularisme, d'un traitement qui vient donc créer différentes catégories de citoyens, c'est les seuls cas où les accommodements donc sont nécessaires d'un point de vue juridique, c'est lorsqu'on réalise qu'il y a des formes de discrimination dans les effets, comme Louis-Philippe en parlait. Donc on applique une loi générale ou une règle, lorsqu'on l'applique, on réalise que certaines catégories de citoyens sont traitées injustement. Hein? C'était déjà Aristote avait compris que dans certains cas, il va falloir donc accorder des exceptions, des exemptions au nom de la justice. Je ne sais pas si j'ai bien compris, M. Lampron, que vous avez bien dit que la Charte visait les membres des minorités religieuses. Ben, je suis vraiment en faux par rapport à ça. Je ne crois pas ça du tout. Vous avez donné l'exemple. Moi, je pense que je pourrais vous donner des exemples que l'homme musulman n'est pas visé, la femme juive n'est pas visée. Alors, pourquoi c'est un sexe particulier? Ce n'est pas lié à la charte qui veut être discriminatoire. C'est la discrimination est inscrite dans la religion. Et elle est toujours en défaveur de la femme, même quand l'homme porte la kippa parce que c'est un privilège. Alors, je ne pense pas que ça vise du tout. C'est des religions qui sont discriminatoires à partir de dictats religieux et je crois qu'on ne doit surtout pas se tromper de cible et de responsable. La responsabilité, c'est la religion et non pas la charte et on ne doit pas intégrer des normes discriminatoires contre les femmes. On ne doit pas les inclure dans le fonctionnement de l'État. Monsieur McClure, qui mentionne qu'on combat la religion. Non, la charte ne combat pas la religion. C'est un choix libre. Beaucoup de femmes nous disent d'ailleurs, c'est libre de porter un jeans. Si tu veux porter un jeans puis un code vestimentaire, ben tu t'envoies dans un autre emploi si le code vestimentaire n'inclut pas ça. Et beaucoup de femmes ont dit que c'était leur choix libre. Donc c'est un choix libre. Ce n'est pas une obligation religieuse. Ce n'est pas donc un droit fondamental. Et la charte ne combat pas la religion. Au contraire, elle laisse toute la place. Mais elle laisse la place aux convictions des citoyens aussi. En réalité, tout le débat que nous avons aujourd'hui, il se cristallise autour de la confrontation entre des lobbies politico-religieux qui sont très bien organisés, qui sont très bien financés voire par des États qui déversent des milliards de dollars par an pour leur donner une visibilité, et une certaine vision de la collectivité, à savoir une collectivité plutôt débarrassée des dogmes religieux. Donc c'est constamment une concurrence entre ces lobbies politico-religieux et une vision moderne de l'État, de la collectivité, à savoir la laïcité. Et le message que ça envoie justement à ces lobbies politico-religieux qui imposent au sein de leur communauté prêche après prêche, discours après discours, c'est que ici, chez nous, dans notre société, eh bien, ce n'est pas vous qui imposez les lois, mais c'est l'Assemblée nationale qui impose les lois. On fait un amalgame entre des situations qui sont dramatiques et qu'on doit combattre et qu'on doit défendre. Mais le droit le fait déjà. Il y a possibilité pour ces gens-là de saisir des organismes qui vont lutter contre la personne qui a commis ces abus-là. Sur la question de fond, donc, ça rejoint des commentaires de Mme Benhabib sur l'influence des lobbies religieux qui viendraient déterminer nos normes collectives. C'est très grave si c'est le
cas, au Québec, il faut documenter ça. Hein. Pour répondre à votre question, je suis en faveur de la laïcité. Hein, je l'ai dit, donc le pouvoir politique doit être autonome dans ses juridictions, ne doit pas être à la courroie de transmission d'une communauté religieuse en particulier. Donc, ce qui menace la laïcité de l'État, il faut effectivement donc s'y attaquer. Je note que le projet de charte, donc je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, donc fait rien. Donc, si cette montée des intégrismes, la charte n'est pas l'outil pour s'y attaquer. Est-ce que l'amalgame qu'on fait entre port de symboles religieux et prosélytisme religieux tient la route? Auquel cas, j'aimerais bien qu'on le documente aussi, parce qu'il n'y a aucune étude actuellement qui tende à démontrer qu'on risque, en tant que citoyen comme moi, citoyen athée ou agnostique, je risque d'être traité, de ne pas être traité en toute impartialité, uniquement parce que la personne porte un symbole religieux visible. Les symboles religieux sont aussi des discours religieux. Ce sont aussi des porte-étendards de systèmes de valeurs, d'idéologies. Ce sont des pancartes religieuses. Lorsqu'on arbore un symbole religieux, eh bien c'est une pancarte pour une religion. Pour une religion qui est politisée, qui a la prétention d'interférer dans les affaires de l'État. Strictement d'un point de vue factuel, hein, pour qu'on se fasse chacun donc une propre opinion informée. Donc, on sait qu'au Québec, le Québec donc choisit la vaste majorité des immigrants. Hein. C'est plus de 60% des immigrants, des nouveaux arrivants, sont choisis par le Québec sur la base de ses propres intérêts et critères. On sait qu'il y a moins de 3% donc de musulmans au Québec et que la majorité d'entre eux donc sont pas particulièrement fervents d'un point de vue religieux. Hein. C'est pas des anecdotes, c'est une étude de la Commission des droits de la personne qui l'a démontré que la ferveur religieuse des musulmans québécois est assez faible. Donc sur les 3%, une petite minorité sont plus pratiquants, ce qui n'en fait pas des extrémistes pour autant, mais sont plus pratiquants. Puis on sait aussi des études du collègue Frédéric Castel de l'UQAM, donc un sociologue des religions, qui dit que par exemple, l'islam salafiste au Québec est très peu présent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intégrisme. Il y a cette mosquée à Sunna dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a peut-être erronément été reconnue comme un organisme de bienséance. Donc, tout ça, effectivement, bienfaisance, pardon. Donc, il faut effectivement corriger ces règles-là lorsque ça s'impose. Mais, encore une fois, la charte ne fait pas ça. Ça nous prend une politique précise pour juguler cette montée alléguée donc des intégristes. Ce n'est pas la charte qui fait ça. Je connais un jeune juif pratiquant qui est favorable à la charte. Et il me disait, je lui demandais, est-ce que la kippa est obligatoire dans votre religion? Qu'est-ce que c'est? Il a dit, non, ce n'est pas obligatoire la kippa. C'est obligatoire si je fais des bénédictions ou des prières. Mais quand je fais mon travail, je ne fais pas de prière, donc je n'ai pas besoin de ma kippa. Alors j'ai demandé, mais pourquoi j'ai entendu à la télévision et à la radio un juif qui disait, moi, si je peux pas, si on me dit d'enlever ma kippa, je quitte mon emploi puis je vais tomber en chômage. Il m'a répondu tout simplement, c'est du chantage politique. C'est pas la religion qui oblige ça. Et ce qu'on met en avant, ce n'est pas les hommes poilus et barbus, cela n'intéresse personne de toute façon, mais c'est plutôt les femmes qui aujourd'hui sont devenues les porte-étendards de l'islam politique. Et donc c'est pour ça que ce sont elles qui défendent l'islam politique, ce sont elles qu'on envoie au front, ce sont elles qui rencontrent les journalistes pour dire quoi aux journalistes? Pour leur dire, bon ben mon voile, c'est ma liberté, c'est mon choix. Et les Occidentaux, lorsqu'ils écoutent cette rhétorique de ma liberté, c'est mon choix, eh bien ils figent. Mais moi, Djemila Benhabib, qui ai vécu l'intégrisme musulman, je sais quoi répondre à ces femmes-là qui me disent, mon voile, c'est mon choix et c'est ma liberté. On peut accepter l'idée voulant que les signes religieux visibles soient dotés de sens, hein, mais pas d'un sens univoque qu'on pourrait établir de l'extérieur. Voici le sens de votre symbole, peu importe ce que vous êtes. Hein. Du moins, pas du point de vue de l'État. Hein. Ce qu'on veut pas, c'est un paternalisme étatique qui dit voici le sens de votre symbole et sur cette base-là, on va l'interdire, peu importe quelle est votre volonté, votre propre compréhension de votre pratique religieuse. Ceux qui disent aux immigrants, précisément, de rester ce qu'ils sont, de ne rien larguer de leur tradition, de ne rien larguer de leur culture pour s'intégrer dans la société québécoise, eh bien cela mente. Cela vous mente. Parce que pour s'intégrer dans une société, il faut aussi quelque part enrichir sa société de ce qu'on est
C'est ce que je fais, c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années, mais aussi accepter de s'enrichir de la société dans laquelle on vit.